Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui, il fait toujours 47 milliards de degrés, c'est pour ça que je suis venue équipée avec... Est-ce que ça va être ASMR, est-ce que ça va être désagréable, je ne sais pas, mais avec une petite boisson bien fraîche que je vais siroter tout au long de cette vidéo, parce que c'est important de s'hydrater. Et potentiellement, encore une fois, une luminosité assez réduite parce qu'il est hors de question que je mette mon spot pour chauffer la pièce. Et j'ai ouvert les volets de manière assez approximative, t'as vu. J'espère que la luminosité sera pas non plus trop mauvaise. Et sans plus tarder, commençons. Puisque comme je vous disais, nous allons faire le bilan slash haul du mois de juin 2025. Et alors là, non mais moi j'ai lâché la rampe de tous les côtés. Donc ça a craqué, ça a beaucoup reçu, ça a beaucoup lu. Bref, j'ai énormément de livres à vous montrer. On va reprendre comme d'habitude nos petites catégories et on va commencer par les livres que j'ai lus ce mois-ci mais que j'avais soit acheté soit reçu le mois précédent, à moins que je me trompe, vous avez, c'est pas une science exacte parce que mon cerveau commence à se mélanger un petit peu. Genre j'achète tellement de livres que je sais plus si je les ai achetés là, si je les ai achetés... Bon bref, vous avez compris. En tout cas, voici une première partie des livres que j'ai lus ce mois-ci. Bon, on va commencer avec quelque chose sur lequel on va passer assez vite puisque j'ai lu ces 4 romans-là. Donc il s'agit des Maudits de Fairywood, tome 1 et 2 de Amandine Peter, mais aussi du Roi Dragon de Lucille Chaponnet et du Chant des Sacrifiés de Eulalie Lombard et Megara Nolan. Je vais passer très vite sur ces livres parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo spécialement dessus. C'est la vidéo de la semaine dernière sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre de description et par là-haut, mais il est aussi la vidéo pardon est aussi trouvable. Non, ça me fait rien dire. C'est la chaleur qui commence à me faire divaguer, la chaleur, la fatigue. Je sors du boulot là, donc vraiment, je suis au bout. La vidéo, de toute manière, vous la trouvez facilement sur ma chaîne YouTube, mais en gros, je vous ai fait une vidéo spécialement sur ces 4 livres parce que c'est des livres que j'ai kiffés, qui ont été auto-édités. Et ça méritait un petit point focus dessus pour montrer à quel point ces autrices sont talentueuses et à quel point il faut les soutenir. Donc c'est de la fantasy dans les 4 cas, une histoire avec des failles et des mystères à résoudre, et une histoire avec du coup encore des failles, mais surtout un enemies to lover et un univers qui est vraiment très riche. Et pour finir, le roi dragon, et bien une histoire avec un roi, des dragons et une héroïne absolument badass, une compétition pour épouser le roi et donc obtenir un peu plus de pouvoir. C'est absolument incroyable. Je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais franchement suivez ces autrices avec attention parce que ce qu'elles font est incroyable et je suis déjà très fan. Ensuite, au moment de sa sortie, je m'étais acheté Le Tourbillon des possibles de Clara Hérault et je l'ai bien évidemment lu pendant mes vacances d'ailleurs. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est tout ce que vous voulez. C'est du grand Clara Hérault. Je vous avoue que c'est pas mon préféré puisque j'ai eu un petit truc particulier avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Sans doute que les thèmes me parlaient quand même un peu plus, même si celui-ci, je pense, parlera à beaucoup d'entre nous. Puisqu'en fait, c'est l'histoire de Léonie qui a fini ses études, qui a fini son stage et qui n'a pas trouvé de travail et qui doit du coup rentrer chez ses parents pour l'été. Donc elle est obligée de quitter Paris, ses amis, ses habitudes, la totale. Et elle pense que c'est pour pas très longtemps parce qu'elle va trouver du travail. Bien sûr qu'elle va trouver du travail, sauf qu'en fait, on sait tous qu'à cet âge-là, faut pas trop faire de plans, ça prend plus de temps que prévu. Elle se retrouve un peu obligée de composer avec ce qu'elle espérait, ce qu'elle attendait et la réalité de ce qui lui arrive. Elle se pose plein de questions sur elle, sur son avenir, sur ses relations, sur plein de choses. C'est vraiment un roman qui parle de ce stade un peu bâtard entre le moment où tu es adolescent et le moment où tu es adulte et où vraiment tu te cherches et où tu ne sais pas quoi faire et où en fait tout le monde te considère comme un adulte alors que toi dans ta tête t'es juste paumé. En fait, ne mentez pas, on est tous passés par là. Si vous n'êtes pas passé par là, franchement, je vous admire. Mais en tout cas, c'est un roman qui est extrêmement beau. Il est à la fois drôle et percutant et en même temps extrêmement touchant. Donc franchement, c'est du grand Clara Hérault, je vous le recommande à 1000% bien évidemment. Le mois dernier, sur un énorme coup de tête, j'ai lâché un bon bifton, puisque j'ai payé 22,90 € quand même, je tiens à le souligner, pour acheter le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley, qui est sorti aux éditions Charleston. Et en fait, je dis j'ai lâché un beau billet, bon je sais que c'est le prix d'un livre actuellement, mais c'est surtout qu'en fait j'avais pas du tout entendu parler de ce livre, je n'avais pas lu d'avis, je ne connais pas l'auteur, je connais Charleston bien évidemment et j'aime bien ce qu'ils font, mais tout de même c'était très impulsif. Et en fait, ça a été un coup de cœur, voilà, c'est dit, j'ai surkiffé, je vous jure, j'ai trop aimé. En gros, c'est l'histoire de Rebecca qui est étudiante en égyptologie, ouais, c'est ça. Et elle est passionnée par la période Régence et du coup là, elle participe à une reconstitution. Sauf qu'en fait, il se passe un truc bizarre et elle est projetée vraiment à l'époque de la Régence. Donc elle est projetée dans le Londres de 1816 et du coup, en fait, elle est projetée dans une sorte de fanfiction qu'elle écrit, enfin de fiction tout court qu'elle écrit d'ailleurs, et elle prend la place de son personnage principal qu'elle avait elle-même modelé à partir d'elle. Enfin, c'est un peu étrange, mais en gros,
elle est pas totalement perdue parce qu'elle a les codes de ce qui se passe et des personnages qu'elle rencontre, mais bien évidemment au fil des rencontres, et puis elle se pose des questions sur est-ce que je rentre chez moi, est-ce que je reste ici, qu'est-ce qui se passe, nanana et tout, parce que je vous rappelle que quand même 1816 pour une femme, c'est pas non plus la meilleure période, encore que y a-t-il vraiment une bonne période pour les femmes? Je ne sais pas. Toujours est-il que Rebecca se pose plein de questions et surtout Rebecca va rencontrer des personnages fort charmants, notamment Ridlan Knox, je crois que c'était ça son nom, Ridlan. Un mec un peu mystérieux, à la réputation encore plus mystérieuse, et bah voilà, leur rencontre va faire des étincelles, on va dire. J'ai trop aimé. C'est une romance historique, mais hyper drôle, assez décalée, et surtout la romance, les gars. Oh là là, la tension entre les personnages, c'était incroyable. J'ai surkiffé, du coup, achat impulsif que je ne regrette absolument pas. Le mois dernier, les éditions Slalom m'avaient envoyé Magie et Sentiments, l'énigme de Camford de Ariel Holtz. C'est le deuxième tome dans cette petite saga de Magie et Sentiments. C'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment. Je vous conseille quand même de commencer par le premier parce que ce sera quand même plus simple pour comprendre les personnages, les dynamiques, etc. Mais là, on suit en fait la petite sœur du protagoniste masculin du premier tome. Et c'est tout aussi incroyable parce qu'en fait, ça mêle magie et du coup, là, on est en 1800... What? Pourquoi il n'y a pas la date? Comment je fais pour savoir, moi? 1850 et quelques. Et il faut imaginer qu'en gros, il y a le monde qu'on connaît nous, mais avec de la magie. Et en plus, il y a le royaume de la Lune qui a eu des relations un petit peu tendues avec la Terre. Et là, on commence un peu à reprendre contact. C'est hyper bien fait, c'est tellement original. Et c'est pareil, il y a tout le côté un peu enquête qui est mené. Et surtout, le côté... je sais plus ce que j'allais dire. Et franchement, c'est hyper grave. Je m'en suis rendu compte là. Genre, j'ai commencé ma phrase et d'un coup, mon cerveau, il a dit non. Non, on va oublier, on va s'arrêter là d'ailleurs, non? Ça m'inquiète quand même de se perdre comme ça au milieu d'une phrase. Non mais ça va pas, Marie? Ça va pas ou quoi? Bon, allez, concentre-toi. Je disais donc qu'il y a le côté enquête qui est très bien fait, l'univers est extrêmement original et c'est très bien mené aussi, et puis bah voilà, il y a la petite relation amoureuse entre les personnages avec toujours ce côté historique qui ajoute encore plus de tension, encore plus de rebondissement. J'adore. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je m'apprête justement à lire pas mal de romans qui sont un peu dans cette vibe, un peu roman historique qui se passe soit dans les années 1800 ou début 1900, enfin ce genre de choses. Et j'ai trop hâte parce que, je sais pas, je trouve vraiment que ça apporte un truc supplémentaire aux histoires d'amour. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo spécialement sur ce sujet avec en gros des romans un peu à la vibe Bridgerton. Et je vous remettrai le lien par là-haut et dans la barre de description si vous voulez aller la voir parce que franchement, personnellement, c'est une vibe que j'aime trop. Et du coup, je serais très curieuse de savoir si vous avez des recommandations dans cet esprit à me faire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en commentaire sous la vidéo qui parle de ce sujet. J'avais aussi reçu Humber Falls de Alicia Garnier qui m'avait été envoyée par les éditions Nox et je l'ai lu ce mois-ci. C'est une cosy romance. Oui, c'est une romance toute cosy. C'est-à-dire que si même quand les mots me viennent, ils sont dans le désordre, ça va pas le faire. Je disais donc que c'est l'histoire de July qui déteste Tate depuis qu'ils sont enfants. En fait, en gros, ils ont eu une petite histoire, il lui a brisé le cœur, du coup, elle lui a brisé le cœur. Enfin bref, ils s'entendent pas très bien. Sauf que là, ils sont en compétition pour gagner un concours de pâtisserie dans la ville locale. Un concours de pâtisserie locale dans la ville. Waouh, et vraiment, ça va être compliqué cette vidéo. Je m'excuse d'avance. Mais en tout cas, ils sont en compétition et elle a vraiment besoin de gagner ce concours parce qu'elle a vraiment besoin d'argent pour sauver justement sa pâtisserie. Et voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais ils vont un peu devoir faire alliance, entre guillemets. Et surtout, ils vont finir par faire semblant de sortir ensemble parce que chacun a un peu des avantages à tirer de cette situation. Et bien évidemment, on va apprendre plein de choses sur leur passé. On alterne un peu des flashbacks entre eux avant et maintenant. Et j'ai trouvé que c'était très bien construit. C'était peut-être un peu too much, genre il y avait vraiment plein de tropes et plein de rebondissements et de choses voilà, qui m'ont semblé peut-être un petit peu too much. Mais il n'empêche que c'est hyper bien écrit. J'ai beaucoup aimé les personnages et l'ambiance est vraiment trop chouette. Si vous cherchez une romance toute cosy, avec pas beaucoup de smut, enfin c'est pas du tout détaillé, franchement foncez. En plus la couverture elle est absolument sublime. De la part des éditions Lumen, le mois dernier, j'avais reçu Le Monde suspendu, tome 1, Le mercenaire et la saltimbanque de Axio. Et moi, j'avais déjà lu La fiancée du dieu de la mer, si je me trompe pas, de la même autrice. J'avais surkiffé. Du coup, j'étais trop curieuse de lire celui-ci. Et honnêtement, j'ai bien aimé. Après, je pense que je l'ai pas trop lu dans la bonne période parce que je devais pas être vraiment dans un mood fantasy. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. En gros, c'est l'histoire de reine
qui était la princesse du royaume. Et en fait, il y a eu un coup d'état, elle a dû fuir, en fait, toute sa famille a été décimée, elle a dû fuir, et du coup, elle a un peu une nouvelle identité, elle se cache. Mais elle doit aussi cacher ses pouvoirs, et un jour, elle laisse échapper ses pouvoirs, et du coup, elle est repérée. Et le nouveau régime en place essaye de la retrouver, et du coup, envoie plein de mercenaires à sa recherche, notamment Sun Ho, qui est un ancien soldat devenu chasseur de primes. Et en fait, lui, il a perdu la mémoire, et quand il va la trouver, parce que ça va être le premier à la trouver, il va se rendre compte que peut-être elle peut l'aider à retrouver la trace de son passé, et notamment de son frère, qui aurait disparu. Et en fait, ben voilà, encore une fois, ça va les mener tellement plus loin que ce qu'ils avaient prévu, les deux chouchous. L'univers, encore une fois, est original de ouf. C'est très très bien écrit. Après, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais il m'a manqué un petit truc. Mais je pense pas que ce soit la faute du livre, pour le coup, j'assume la responsabilité. Je pense que c'est moi, c'est parce que je devais pas être dans le mood fantasy, et voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, on va dire, alors que objectivement, il a vraiment tout pour plaire. D'ailleurs, je lirai la suite puisque c'est un tome 1, et on apprend des choses à la fin. What? Juste what? Du coup, je suis très curieuse de voir comment ça va être développé. Et encore une fois, la couverture est vraiment belle. Autre couverture absolument sublime, le mois dernier toujours, j'avais reçu Les Vestiges du Temps de Rachel Moore, qui m'avait été envoyée par les éditions de Saxus. Et je suis trop fan de la couverture, je vous jure, j'adore. J'avais là aussi déjà lu un autre roman de cette autrice, ça s'appelait La Bibliothèque des Ombres, je crois. Et en fait, j'ai eu exactement le même ressenti pour celui-ci que pour La Bibliothèque des Ombres, c'est-à-dire que j'ai adoré, et en même temps, il m'a manqué un truc. Genre, je trouve que le concept à chaque fois, il est hyper original. Là, en gros, c'est l'histoire de Margot qui est en Égypte. Non, pas du tout. Elle est à Pompéi, non? Carrément. Elle est à Pompéi. Non, mais la meuf, elle a tout confondu. Elle confond des pays maintenant. Elle est à Pompéi avec sa classe pour une excursion archéologique. Et elle va trouver en fait une statue qui va prendre vie et qui en fait s'avère être un archéologue qui recherchait le même vase qu'elle il y a déjà 100 ans, genre, et qui a été frappé d'une malédiction parce qu'il cherchait le vase. Et du coup, voilà, il va leur arriver plein d'aventures aussi. Il y a le côté archéologique qui est très bien fait. Le plot, il est hyper original, on va pas se le cacher. La petite romance entre eux, tout ça, les enjeux, blablabla. Le côté un peu mythologie, parce que du coup, le vase qu'ils cherchent, c'est le vase, articule, wesh. Le vase d'Aphrodite. Donc il y a un côté mythologique qui est aussi très très bien fait. Par contre, j'ai trouvé que tout était bien, mais pas assez approfondi. Genre en fait, c'est comme s'il y avait plein d'éléments trop cool. En mode, tu fais une salade, tu vois, mais ça se mélange pas bien. Non, c'est même pas ça la comparaison qu'il faudrait. En mode, tu fais un gâteau, tu prends plein d'éléments qui sont bien, mais une fois mélangé, le gâteau, il est bas. Genre, il est bon, mais sans plus, tu vois, alors que les aliments que t'as mis dedans, ils pourraient être ouf. Non, ça n'a aucun sens. Cette comparaison n'a aucun sens. Je vais arrêter et essayer de comparer des trucs qui ne sont pas comparables. Mais oui, en gros, je sais pas, il m'a manqué un truc. C'était trop rapide sur la relation, sur plein de sujets. Enfin, en fait, il se passe des trucs de dingos, et t'es en mode, bah, ça mériterait qu'on s'arrête un petit moment, non? Et eux, ils sont là, bon, et donc après, qu'est-ce qu'on fait, machin? Je sais pas. Une sensation de trop rapide et de pas assez approfondie qui m'a un petit peu gâché mon ressenti, mais il n'empêche que ça se lit tout seul, pour le coup. Et encore une fois, c'est très original. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu hypé par cette histoire, je vous rappelle que ça s'appelle Les Vestiges du Temps. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai en bas tous les livres dont je parle pour que vous n'ayez pas besoin de déchiffrer mon accent approximatif quand je dis les noms des auteurs, par exemple. Et puis, le mois dernier, j'avais aussi reçu Ceruria tome 2 de Martin Méron. Le tome 2 s'appelle La Confrérie des Explorams et ça m'avait été envoyé par les éditions Gulfstream. Déjà, on va prendre 5 secondes pour s'arrêter sur la beauté du truc. Incroyable. Je ne vais pas trop vous parler de ce tome 2 du coup parce que bien évidemment ça spoil. Mais pour rappel, Ceruria, c'est l'histoire d'un monde dans lequel en fait une fois qu'on meurt, il y a tout un rituel à faire, mais en fait on passe une porte et du coup après notre famille a les clés des portes et peut tous les jours ouvrir la porte, faire revenir un peu l'esprit, le fantôme de ses défunts. Et après, le soir, ils repartent dans la porte. Enfin bref, en gros, il y a tout un petit rituel. C'est normal, c'est comme ça, tout le monde fait ça. À partir du moment, bien évidemment, où le rituel est fait correctement. Et dans le premier, du coup, de Ceruria, eh bien, on suivait notre apprenti Ceruram, qui s'appelle, j'ai déjà oublié son prénom, Phileas. Il s'appelle Phileas, excusez-moi d'avoir oublié mon petit chouchou. Et qu'est-ce que je vous racontais, du coup? Oui, que Phileas, du coup, c'est un apprenti Ceruram et il lui arrive des aventures de dingos, notamment dans le premier tome. Quelqu'un commence à voler les clés des gens et du coup, les esprits ne peuvent plus revenir. Et là, encore une fois, il va mener l'enquête et ça va lui révéler des trucs de dingue sur son univers, sur les personnes qui l'entourent. Et là, ses aventures vont encore plus loin. Genre, il va le step encore après. Je vous jure, c'est trop original, c'est très très bien écrit surtout. Encore plus que l'originalité qui est déjà genre à 99%, pour moi c'est le style d'écriture qui fait que cette saga se démarque de ouf. Parce que, genre s'il fallait mettre une note sur 100 à l'écriture, je dirais genre 270. Peut-être même 272, tu vois.
Oui, c'est les 2% qui font la différence. Mais je sais pas, je trouve que c'est tellement bien écrit, c'est à la fois simple parce que ça peut se lire facilement à partir de 11 ans, tu vois, et en même temps c'est tellement beau, tellement poétique dans les tournures de phrases, dans la manière dont tu visualises vraiment ce que l'auteur veut dire. Franchement, je suis bluffée et je suis fan de Martin Méron. Voilà, c'est dit. On va pas chipoter pendant des heures. Je suis fan de lui et de son style d'écriture et je ne peux que vous recommander du coup Siruria. Voilà donc ce que j'ai lu ce mois-ci mais que j'avais reçu les mois précédents. Maintenant, on passe à ce que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai reçu ce mois-ci. Donc en fait, c'est des services de presse que j'ai lus dans la foulée, t'as vu. Et je vais commencer en trichant un petit peu parce que j'ai reçu de la part des éditions de Saxus Une lumière sans pitié de Sophie Clark. Et en fait, j'ai commencé à lire, j'ai lu genre bien la moitié. Et en fait, je sentais que j'étais pas dans le mood. Je n'accrochais pas, limite, je me forçais à avancer. Et je me suis dit, écoute Marie, c'est pas le moment, c'est pas le moment. On va pas s'acharner en fait. Parce que c'est hyper dommage du coup de me gâcher la découverte de ce livre et de cet univers qui par ailleurs est très très original, je reviendrai dessus. J'ai l'impression que c'est mon mot, original. Je sors à toutes les sauces là dans cette vidéo. Mais en tout cas, je sentais que c'était pas le moment de lire ce livre et que j'allais passer à côté, que j'allais me forcer, que j'allais pas en tirer du plaisir. Et c'est dommage, vous en conviendrez. Donc du coup, je me suis dit que je le mettais en pause et je le reprendrai sans doute du début d'ailleurs à un autre moment quand je serai plus dedans. Mais je le compte quand même dans mes livres lus parce que je vous jure, j'ai lu la moitié quand même. Bon, après, je vous cache pas que du coup, j'ai un peu peur parce que je me dis, j'ai quand même lu la moitié, j'ai pas forcément réussi à accrocher, c'est pas bon signe. Mais je retenterai peut-être à l'occasion. En tout cas, vraiment, je suis déçue parce que l'univers est hyper original, je suis désolée, je le redis. En gros, on est dans le Saint-Empire du Vatican et depuis plus d'un siècle, il y a une guerre entre les démons du coup et les humains. Humains qui peuvent compter sur les exorcistes, qui utilisent la magie, enfin, il y a tout un système qui est vraiment très bien mis en place. Et là, on suit du coup notre héroïne qui est une exorciste de renom et un mystérieux jeune homme qui, lui, était sur le front jusqu'à présent et qui, en fait, est un soldat un peu hyper badass, quoi. Et voilà. Et en fait, je sais qu'il se passe un truc, genre il y a un gros démon qui arrive et il va falloir qu'ils allient leurs forces, nanani, nanana et tout. Je sais quelle est l'intrigue principale, mais en fait, je trouve que tout est tellement... En fait, c'est pas tant que c'est brouillon, c'est juste que on nous balance plein d'infos, puis après on va très lentement, puis d'un coup on va super vite, et puis après il y a de l'action, mais après on nous rebalance plein d'infos. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était fait bizarrement et je pense que c'est ce qui a fait aussi que je n'accrochais pas trop. Donc je retenterai encore une fois, j'espère accrocher parce que déjà le livre est très beau. C'est un livre que j'avais repéré en plus en VO quand il est sorti, donc j'étais très impatiente de le lire. Et j'espère vraiment que j'étais pas dans le mood et juste, voilà, que je vais un peu plus accrocher la prochaine fois. Mais en tout cas, ben c'est tout en fait, j'ai pas de conclusion. Eh, professionnel, on a dit, hein. Et tant qu'on est professionnel, on va s'hydrater. Ce mois-ci, de la part des éditions Rajo, j'ai reçu L'Alchimie des fantômes de Estelle Castader. Il est sorti au mois de mai et en fait, si je ne me trompe pas, l'autrice a gagné un concours d'écriture chez Rajo. J'étais assez curieuse de le découvrir parce que je vous cache pas que la couverture m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et le plot aussi parce qu'en fait, c'est l'histoire de Amaryllis qui voit les morts. Alors, on est à Paris, pardon, en 1874. Et elle voit les morts. Du coup, en fait, elle a un petit business où elle parle aux morts pour leurs proches, on va dire. Enfin, elle permet aux proches des défunts de les revoir une dernière fois. Sauf que là, il se passe des trucs bizarres avec les fantômes, il y a une voix qui l'appelle, elle décide de mener l'enquête et elle découvre qu'en fait c'est la voix de son frère, donc elle essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Et en parallèle de ça, il y a Joseph Varon qui lui propose, enfin, qui lui demande son aide pour résoudre une série de meurtres. Et elle va se rendre compte que tout est plus ou moins lié, et bon voilà, encore une fois, révélation en révélation, et souffrance en souffrance, parce que là, on n'épargne personne là-dedans, ni les personnages, ni les lecteurs. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé! Déjà, c'est l'ambiance, je pense, qui m'a vraiment particulièrement happée. C'est très très bien fait, c'est hyper immersif. Pour ceux qui ont lu Camera Obscura de Maël Desarts, c'est un peu le même esprit, donc j'adore. C'est sombre, c'est pesant, mais c'est très très bien fait. Encore une fois, c'est original et c'est très bien écrit. J'ai adoré les personnages, leurs petites relations, bien évidemment. Moi, vous savez, il faut toujours une petite pointe de romance. Et là, c'est particulièrement bien dosé. Voilà, j'ai trouvé que c'était absolument parfait sur tous les points. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Je suis mort de rire, je viens de voir que la couverture, c'est marqué couverture, donc c'est qui a fait la couverture. Ça s'appelle Arrache-toi un œil, point d'exclamation. C'est un peu brutal, non? Enfin, Après, vous me direz, déjà la couverture est sublime, et en plus, je risque pas d'oublier leur nom maintenant, hein. Au niveau marketing, c'est plutôt bien pensé. Les éditions Big Bang m'ont envoyé Fireborn de Rosaria Munda, et celui-ci, du coup, je l'ai lu dans la foulée. On n'est pas passé loin de nous faire un deuxième Une lumière sans pitié, je sais pas quoi là. Parce que quand je l'ai commencé, je me suis dit, waouh! Je me fais chier, non? La meuf, elle a plus de filtre, ça y est, c'est fini. C'est pas que je me faisais chier, en fait, c'est que j'avais du mal à accrocher parce que le début, il est très dense et il est surtout très lent. Je saurais pas vraiment vous expliquer
parce que je sais pas où ça a switché quelque part dans le livre, dans mon esprit, je ne sais pas, mais à partir de, on va dire, allez, les 200 premières pages, ce qui est déjà énorme, j'en ai conscience, ça y est, j'étais happée, j'étais à fond. Mais il y a quand même tout le début où je me suis dit, oulala, là là, ça va être complicado quand même. Au final, j'ai vraiment, le switch a été total parce que j'ai kiffé, on a frôlé le coup de cœur. En fait, en gros, je vous avais parlé il y a pas très longtemps de A Language of Dragons, toujours chez Big Bang. Et pour moi, celui-ci, c'est A Language of Dragon, mais en mieux. En fait, c'est ce que j'attendais de A Language of Dragon. Parce que là, on est dans un monde où, en gros, il y avait tout un régime qui était mis en place, etc. Avec notamment une caste dirigeante et une famille dirigeante qui avaient des dragons. Sauf qu'il y avait trop d'inégalités, il y avait un peuple oppressé, du coup il y a eu une révolte, une rébellion, enfin même une révolution en l'occurrence, et du coup, j'ai un flash, parce que là vous vous dites, oui bon bah Marie, révolte, rébellion, révolution, c'est la même chose, que nenni, mes amis, que nenni, parce que moi j'ai fait des années d'histoire, là j'ai fait une prépa spécialisée en histoire où je me tapais 20 heures d'histoire toutes les semaines, croyez-moi que je l'ai poncé la différence entre révolte, rébellion et révolution, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous laisse aller voir sur Google. Mais en tout cas, moi je me souviens très bien que c'est pas la même chose, ok? Anyway, révolution donc, et on suit en particulier donc un nouveau pouvoir qui est en place, qui est officiellement en tout cas beaucoup plus équitable, et on suit du coup notre protagoniste masculin qui s'appelle Lee, et qui lui en fait est le fils héritier du coup de cette caste dirigeante qui a été totalement massacrée pendant la Révolution. Sauf que bien évidemment personne ne le sait, il cache son identité. Et on suit aussi du coup, putain j'ai oublié son prénom la petite là, Annie, qui elle a vu sa famille décimée justement par des dragons. Donc en fait au fond tout les oppose, et ils devraient être pire ennemis l'un de l'autre, parce qu'en fait le père de Lee a tué avec son dragon la famille de Annie. Sauf qu'ils se sont retrouvés au même orphelinat, et en fait la force des choses a fait qu'ils se sont liés et ils sont devenus amis. Et là on les suit du coup des années après, au moment où ils sont devenus du coup dragonniers au service de leur pays, au service de la Nouvelle République. Et il y a une compétition qui est lancée pour savoir qui sera un peu le grand dragonnier, on va dire. Et ils se retrouvent en compétition l'un contre l'autre. Donc déjà ça a un petit peu des tensions. Et surtout, au même moment, il y a la résistance qui prend contact avec Lee en lui disant, écoute, toi tu nous plais parce qu'on sait qui tu es, on sait ce que tu peux faire, du coup rejoins-nous. Et lui il est tiraillé entre sa famille, enfin entre ses attentes, ce qu'on lui a inculqué, et en même temps ce qu'il voit au quotidien. Et puis il y a Annie, et puis il y a ses proches, et puis en même temps il voit bien. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper dense. Du coup c'est très lent parce qu'on est beaucoup centré sur le côté très politique et dilemme des personnages, etc. Mais waouh, qu'est-ce que c'est bien fait. Bon, je sais que je vous ai dit qu'il m'avait fallu du temps pour rentrer dedans, mais une fois que c'est fait, par contre, j'ai trouvé ça ouf. En fait, c'est de l'ado, mais c'est de l'ado plus, parce que vraiment c'est riche et c'est complexe, mais c'est incroyable. Vraiment, j'ai kiffé. Je pensais pas, parce que de mémoire, c'est précisé nulle part, tout à fait, c'est précisé nulle part, mais c'est un tome 1. En fait, au fur et à mesure de ma lecture, je me disais, il y a 0 univers dans lequel on règle tout en un seul tome. Finalement, on arrive à répondre quand même à la plupart de mes questions. Enfin, de nos questions, je suis sans doute pas la seule à m'en poser. Sauf qu'en fait, on nous révèle des nouvelles choses qui, bien évidemment, soulèvent des nouvelles questions. Donc du coup, je me suis renseignée, j'ai tapé sur Goodreads, quoi, et c'est le premier tome, donc j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. Et en plus, ce qui m'a fait dire, non Marie, il faut que tu t'accroches, c'est que derrière, on a un petit exergue, une petite citation de Kristen Ciccarelli, qui est l'autrice, bien évidemment, de Heartless Hunter, et elle a kiffé. Donc je me suis dit, si Kristen elle a kiffé, Marie tu vas kiffer. Et effectivement, j'ai bien fait d'écouter Kristen, j'ai bien fait de persévérer pour celui-ci, pour le coup, j'ai kiffé. Et puisqu'on parle de Cricri, oui ça y est c'est ma pote, maintenant c'est ma BFF, elle a commenté une publication sur Instagram, moi c'est bon, elle sait pas mais c'est déjà ma meilleure amie, je vais la présenter à tout le monde. Kristen donc, qui a écrit Heartless Hunter, vous le savez, énorme coup de cœur sur le premier tome, je vous avais fait une vidéo dessus, le lien est là-haut, le lien est en bas, et du coup j'attendais le tome 2 avec tellement d'impatience, et heureusement PKJ a répondu à mes attentes, à mes prières, que dis-je, à mes supplications, et il m'a envoyé du coup le tome 2 dès sa sortie. Ça s'appelle donc Rebel Witch, et bah pareil, je vais pas vous parler du tome 2 parce que ce serait spoilé, mais on retrouve nos personnages préférés. Et c'est toujours aussi compliqué pour eux, c'est même encore plus compliqué pour eux. On a toujours plus de est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal, est-ce que en essayant de sauver des gens, je dois en blesser d'autres, du coup est-ce que je fais toujours le bien. Enfin vous voyez, c'est encore une fois plein de dilemmes moraux pour les personnages, c'est extrêmement bien fait dans leur construction, la tension entre eux dans la romance, mais j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. M'en suis toujours pas remise d'ailleurs là. Et bien évidemment, je vous rappelle que c'est une histoire de sorcières et de chasseurs de sorcières. Vraiment, la duologie est incroyable. C'est une duologie en plus, donc en 2 tomes, hop, c'est fait. Mais vraiment, c'est incroyable. Si vous voulez un peu plus d'informations sur cette saga, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tome 1. Mais vraiment, allez pas voir ma vidéo, en fait, on s'en fout. Allez, achetez et lisez ce livre. C'est pas parfait. Voilà, moi je dis pépite. C'est pas parfait, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est addictif, qu'est-ce que c'est bien. Voilà, moi j'ai kiffé. Tome 1, coup de cœur.
Tome 2, j'avoue, la fin était peut-être un peu rapide, mais coup de cœur quand même, voilà. Toujours de la part des éditions de Saxus, j'ai reçu Un destin forgé dans le feu de Hazel McBride. Et lui aussi, on a frôlé le qu'est-ce qui se passe? Mais là, je sais pas trop pourquoi, parce que je peux pas dire que c'est lent. En fait, si, ça y est, je pense que je sais pourquoi. C'est parce que j'ai l'impression que le résumé en révèle beaucoup trop sur l'intrigue. Genre, le résumé nous parle de certains éléments, du coup, je vais pas vous le lire, hein, ce serait quand même un peu con, mais un peu bête. On reste poli. En gros, on nous dit des choses dans le résumé et c'est des choses qui se passent peut-être à la page 200 du livre. Donc encore une fois, j'étais en mode bah d'accord, mais du coup, en fait, vous me parlez d'un truc, je sais que ça va mal se passer puisque dans le résumé, vous dites que ça va mal se passer. Tu vois, j'étais un peu en mode ok, bon, voilà. Mais par contre, une fois que c'est lancé, j'avoue que j'ai vraiment, vraiment accroché. C'est un roman adulte parce que déjà, il y a des scènes à caractère sexuel explicite, mais surtout parce qu'il y a une ambiance quand même assez pesante. En gros, mais alors c'est très en gros, hein, on est dans un monde où les déesses accordent leur bénédiction à certaines personnes, et notamment à certaines femmes. Sauf que, un petit peu problème politique, et du coup, beaucoup de gens en période de crise se tournent vers la foi. Et là, en l'occurrence, on se tourne surtout vers une nouvelle religion qui fait son apparition, qui ressemble quand même beaucoup aux religions monothéistes qu'on peut connaître, enfin dans leur extrême et dans le mauvais extrême, on va dire, même si les extrêmes c'est toujours mauvais, Marie, mais bon, vous avez compris. En gros, il y a une religion qui arrive et qui prend de plus en plus d'ampleur avec des prêtres qui vont prôner le fait que les femmes, il faut qu'elles restent à la maison, qu'elles fassent des gosses et qu'elles ferment leur gueule. Décidément, j'arrive pas à être polie, mais en même temps, ce genre de sujet m'échauffe. Et en gros, notre héroïne, elle fait partie d'une branche de la famille royale qui a été exilée, et en fait, elle revient pour prendre le pouvoir, en gros, enfin, elle est prête à reprendre le pouvoir, et elle va se heurter du coup à cette, bon, alors déjà à plein de problèmes politiques, mais aussi à cette religion qui va essayer de nier sa légitimité au trône et de la rabaisser en continu. Et en fait, c'était ça que je commençais à dire à la base, c'est que du coup, le fait que les femmes soient rabaissées, en fait, il y a une ambiance de misogynie constante qui est assez pesante et des scènes qui sont particulièrement dures. Il y a des trigger warnings au début, si vraiment le livre vous intéresse, n'hésitez pas à les lire parce que autant de Saxus, il y a plein de trigger warnings qui mettent. J'entends que ça puisse perturber certaines personnes, mais quand on dit par exemple consommation d'alcool, non, ça c'est un exemple, je comprends totalement que ça puisse perturber certaines personnes. Non, mais par exemple, oui, enfin brûlure, après je comprends aussi. Non, en fait, je sais pas. Des fois j'ai l'impression que, vous voyez, par exemple, guerre, humiliation, tout ça, langage grossier, je comprends qu'il y ait besoin d'un trigger warning là-dessus, mais des fois ils sont pas forcément nécessaires. Enfin, je veux dire, quand tu lis un roman adulte, malheureusement, voilà, bon, ça c'est un autre débat. Mais là, par contre, il y en a certains qui sont effectivement très forts, notamment, je le dis, attention, je sais que rien que le mot peut faire peur, mais une scène où il y a une tentative de stérilisation forcée, c'est absolument horrible, c'est une agression qui est extrêmement violente. Donc voilà, c'est pas un roman pour ados, c'est pas un roman pour enfants, alléluia. C'est un roman pour adultes, faut avoir le cœur accroché, mais par contre, au-delà de ça, au-delà de cet aspect assez sombre et assez pesant, c'est très très bien pensé, l'univers il est extrêmement riche. Et encore, on fait que l'effleurer en fait dans cette première partie, enfin dans ce premier tome. Il y a un enemies to lover avec un mariage de convenance où ils se détestent et où finalement on se rend compte qu'ils se détestent peut-être pas tant que ça. Une héroïne extrêmement badass qui a des punchlines incroyables, qui malgré le fait que tout est contre elle, ne se laisse pas marcher dessus. Vraiment, j'ai mis du temps là encore à rentrer dedans et finalement j'ai kiffé. Donc vraiment, je vous recommande aussi ce livre. Pareil, il y a des dragons, il y a une histoire du coup de royaume totalement perturbé, d'intrigues de cour et de complots politiques, tout ça, tout ça. Vraiment, c'est top. Si je vous ai pas fait peur avec le trigger warning, mais je préfère vous prévenir parce que pour le coup, moi j'avais lu les trigger warnings, donc je savais qu'il allait avoir une scène comme ça, et pourtant j'ai quand même été brassée parce qu'elle elle est encore une fois très très hard, donc voilà, je préfère vous prévenir. Et enfin, dernier service de presse que pas du tout, non, non, j'ai rien dit, on n'est pas prêt de s'arrêter les gars, j'espère que vous avez vous aussi un truc à boire. Les éditions Nisha m'ont envoyé La Reine enchaînée de Marine de Cadenet, donc c'est un des premiers romans, peut-être pas le premier, mais un des premiers romans qui sort dans leur collection Nisha, etc. Fantasy. Et on est là aussi sur un message féministe très fort, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un pays dans lequel les femmes n'ont pas le droit d'utiliser la magie depuis qu'une reine qui utilisait la magie est totalement partie en cacahuète. Du coup, maintenant, l'usage de la magie et son étude est réservé aux hommes. Et il y a même un rituel qui est pratiqué sur les femmes pour les empêcher d'avoir accès à cette magie. Notre héroïne, c'est la princesse du royaume, et on a fait le rituel sur elle, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, elle se retrouve quand même avec ses pouvoirs, et elle est déterminée à monter sur le trône et à faire payer tous ceux qui lui ont fait du tort. Et surtout à diriger son royaume de manière un peu plus juste. C'est hyper addictif pour le coup, c'est très bien écrit. L'intrigue a rien de transcendant en soi, dans le sens où on est sur une quête de vengeance, et surtout
l'envie de récupérer son trône, c'est quelque chose d'assez classique. Mais par contre, l'univers est très très sympa parce que il a pris très vite une dimension à laquelle je m'attendais pas forcément. Je vais pas vous le dire parce que c'est un petit peu un spoil et puis bah, je pense que ça fait partie aussi du plaisir de la découverte. Mais j'ai trouvé que c'était le truc qui manquait pour que cette lecture se distingue. Ça aurait pu être quelque chose de très classique et en fait l'univers, la manière dont c'est fait, je trouve que ça apporte une, oh là, la petite cerise sur le gâteau. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus c'est une autrice française et nous on aime soutenir les autrices françaises, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je dis pas ça pour moi, hein. Là en l'occurrence je parle de Marine, mais je peux parler de plein d'autres autrices que je kiffe et que j'ai très envie de soutenir. Voilà donc La Reine enchaînée que j'ai beaucoup aimé. On continue toujours des services de presse reçus ce mois-ci, toujours des choses que j'ai lues dans la foulée. Les éditions Addictive m'ont envoyé One Life Stand de Anna Bonham Young. Là, je vais juste vous redire une énième fois que c'est un énorme coup de cœur. J'ai surkiffé ce livre. J'ai surkiffé la première fois que je l'ai lu. J'ai surkiffé à la relecture. Et je vous ai même fait une vidéo YouTube spécialement dessus, en collaboration avec les éditions Addictive. Je vous mettrai le lien par là-haut et par là-bas. Et en fait, c'est un vlog où je relis ce livre pour vous montrer en fait à quel point je l'aime. Voilà, tout simplement. Une petite romance hyper douce, un peu smutty, mais surtout hyper douce, tellement green flag, je m'en remets pas. Foncez, foncez, achetez ce livre, lisez-le, lisez-le. Ensuite, j'ai lu un roman qui est sorti aux éditions Big Bang. Moi, j'avais reçu une épreuve non corrigée et j'ai pas reçu la version définitive, donc je ne sais, j'espère que je vais la recevoir parce que j'ai kiffé ma lecture. Mais du coup, là, c'est une épreuve non corrigée, c'est pas la couverture définitive. Ça s'appelle, ça va être difficile à dire en plus. C'est parti, Marie. Ça s'appelle 12 Night. Oh, ça va, je m'en sors pas si mal au final. Et c'est de Alexen Farol Folmous, qui en fait est le pseudo de Olivier Blake, qui a écrit Atlas Six. Et j'étais assez curieuse de découvrir ce livre parce qu'en fait, moi j'ai lu Atlas Six. J'ai pas vraiment accroché, c'était beaucoup trop dense pour moi, beaucoup trop complexe. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Par contre, j'ai lu un autre d'elle, dont je me souviens plus du titre, donc ça vous fait une belle jambe. Mais, mais j'ai kiffé. Mais qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? C'était une histoire un peu à la Roméo et Juliette avec des familles de sorciers à New York de nos jours, enfin je sais plus. En tout cas, j'ai kiffé celui-ci et du coup, j'étais curieuse de voir ce qu'allait donner celui-ci puisque déjà c'est de l'ado et surtout bah, c'est du contemporain puisqu'en fait, enfin c'est du contemporain. On sent quand même sa petite touche geek à l'autrice parce que c'est du contemporain mais avec justement des personnages qui sont à fond dans les jeux vidéo. En gros, c'est l'histoire de Jack Orsino, qui est la star de l'équipe de football américain, qui se blesse et qui du coup va se retrouver par un ami recommandé à un jeu vidéo en ligne. Il va commencer à jouer et en fait, sur ce jeu vidéo, il va jouer en... Je sais pas comment on dit. Ah, moi pour le coup, je manque de vocabulaire geek. Il va jouer en ligne, mais c'est pas ça le mot. En gros, il va jouer avec une autre personne sans savoir que cette personne avec qui il joue et avec qui il s'entend très bien en ligne est en fait Viola. Viola qui, dans la vraie vie, est au lycée avec lui et en fait, ils se détestent parce qu'ils sont trop différents. Elle, c'est un peu la geek, lui, c'est le populaire et tout. Enfin bref, ça se passe hyper mal entre eux et pourtant, via le jeu vidéo, ils vont se rapprocher. C'est hyper drôle, mais surtout, en fait, vu que chacun a une vie extrêmement différente, ils ont une vision différente de leurs études, de ce qui les attend. Et c'est hyper beau dans la manière qu'ils ont d'échanger, dans les questions que ça soulève, dans les thèmes qui sont abordés. J'ai trouvé ça trop trop beau, j'ai kiffé, c'était un coup de cœur. Vraiment, je recommande. Enfin, je vous le montre comme ça, c'est même pas la bonne couverture, mais vous avez compris. Les éditions Comet m'ont envoyé Gold and Bright. Non, attendez, Gold, Bright et Associé de Tess Djvag. Je peux pas, je suis désolée, je ne peux pas. Encore une fois, le nom sera dans la barre de description. Ça m'a été envoyé par les éditions Comet, mais je crois que je l'ai déjà dit. C'est un très beau livre qui parle du coup d'un cabinet d'avocats qui recrutent des stagiaires un peu genre et ils vont les mettre en équipe et ils vont dire bah en fait il y a un classement qui sera fait chaque semaine et seuls ceux qui seront tout en haut du classement bien évidemment auront un poste permanent dans notre boîte. Évidemment chacun a des enjeux particuliers à réussir à obtenir ce poste et du coup le fait qu'il y ait une petite romance qui s'installe entre deux d'entre eux, bah, ça complique un peu toute l'affaire. J'ai bien aimé, j'ai accroché, c'était sympa, j'en garderai pas un souvenir impérissable, mais ça se lit très bien. Et il y a le côté enquête, enfin tout le travail d'avocat qui est extrêmement bien fait. Enfin moi je connaissais pas forcément, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Ça apporte un petit truc supplémentaire au récit et à la romance, donc franchement c'était une chouette lecture. Les éditions PKJ m'ont envoyé Cold Case Academy de Jennifer Lynn Barnes, donc c'est la même autrice que Inheritance Game. Moi vous savez Inheritance Game, j'ai kiffé les 3 premiers. Après, j'ai un peu décroché. Tous les autres trucs qu'elle fait, là, je pense que je vais arrêter d'ailleurs. Mais en tout cas, celui-ci, j'étais assez curieuse. Et franchement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé parce que je trouve qu'elle a un don vraiment incroyable pour écrire cette ambiance et un peu ce côté très puzzle qui va nous rendre accro jusqu'à la toute fin. En gros, c'est l'histoire de Cassie qui est très 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 douée comme profileuse. Elle lit les gens en fait.
En gros, elle va voir quelqu'un et selon comment il se tient et le réflexe qu'il a et ses clignements de paupières, elle va comprendre que il est célibataire et que là, il va à un rendez-vous. Enfin, vous voyez, elle arrive vachement bien à lire les gens. Du coup, elle est repérée par le FBI qui lui propose d'intégrer un programme très très secret où il forme justement des ados qui, comme elle, ont des capacités hors normes et après potentiellement pour les utiliser pour résoudre des enquêtes. En particulier du coup des cold cases, forcément, c'est des, voilà, donc des affaires qui n'ont pas été résolues et qui du coup ont été un peu mises de côté et eux vont pouvoir revenir dessus et éventuellement essayer de les clôturer. Sauf que Cassie, elle, elle a plus ou moins assisté, alors pas vraiment assisté, mais sa maman a été assassinée et elle n'a pas d'informations, mais elle en cherche. Et du coup, voilà, être au contact du FBI et commencer à comprendre plein de choses sur le monde des enquêtes et de comment ça fonctionne, ça va peut-être la mener près de vérités qui sont plus difficiles que ce qu'on pourrait penser. Ça veut rien dire. Mes phrases, elles veulent rien dire. En fait, à un moment, Marie, c'est ok de t'arrêter de parler. Juste. Quand tu sens que tu dérives, tu te tais, c'est tout. Bref, en tout cas, ça se lit très vite, ça se lit très bien. C'est un peu rapide dans la construction entre les personnages, enfin les relations entre les personnages, mais je sens qu'on est sur une formule tout aussi addictive que Inheritance Game, donc j'ai très très hâte d'avoir la suite. Les éditions Hugo m'ont envoyé Nostalgia, qui est le deuxième tome de Insomnia. Enfin, c'est la suite de Insomnia dans la saga de Royal Thorns. C'est de Léa Nemedia et les livres sont vraiment très très beaux. Je les ai lus bien évidemment avec une pochette pour protéger la dorure. Et on est comme dans le premier dans l'univers de Oxford, tout à fait, Oxford, et on suit des personnages qui avaient été introduits dans le premier tome, donc Heather et Alexander, qui avaient l'air de se détester, et en fait on découvre qu'il y a bien évidemment un passif entre eux, et on comprend pourquoi ils ont l'air de se détester, etc. etc. C'est toujours un peu too much, c'est le côté un peu société secrète, hein. Moi ça me fout toujours un peu des frissons, mais c'est très très bien écrit, et la relation entre les personnages, pour le coup, c'est un vrai enemies to lover et c'est très très beau. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien fait, bien mené, bien construit, bien écrit. Donc c'était très bien. Voilà. Toujours de la part de Hugo, j'ai reçu Price of Legacy de Anita Higgins, qui est l'histoire de deux familles qui font genre, on s'entend bien parce qu'elles sont en fait les deux plus grandes familles, elles ont tout le commerce de la ville, etc. En réalité, elles se détestent. Et là, ils se disent, ok, pour garder un peu la mainmise sur la ville et tous les petits nouveaux qui arrivent et qui essayent de nous piquer notre business, eh bien, on va marier nos deux héritiers. Donc, comment elles s'appellent déjà? Bianca et Bellamy vont devoir se marier, enfin se fiancer dans un premier temps. Et eux, ils essayent tous les deux d'échapper un peu à l'emprise de leur famille. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter, ils se détestent, mais est-ce qu'ils se détestent vraiment? Parce que là aussi, il y a un passif entre eux. Et puis, ça c'est un peu le pitch de base. Ça met beaucoup de temps, encore une fois, à arriver dans le roman, donc c'est pareil, je trouve que des fois, les résumés en révèlent peut-être un peu trop. Mais il y a d'autres éléments qui ne sont pas dans le résumé, qui vont venir tout compliquer. Et pour le coup, c'était assez addictif, il y avait pas mal de rebondissements. C'est juste pour le coup un truc qui m'a... J'ai déjà dit pour le coup, non? Je répète beaucoup pour le coup. Mais c'est pas grave. Pour le coup, il y a un truc qui m'a un peu freinée, c'est que j'ai trouvé... Alors je comprends la manière dont ils s'expriment, je comprends que c'est pour montrer leur classe sociale, grande famille, tout ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu too much. Des fois, ça faisait trop d'emphase, trop empoulé, et ça ne collait pas forcément avec la manière dont ils s'exprimaient à d'autres moments et leurs réactions, et je sais pas. Il y a des trucs qui m'ont un peu sorti du récit, mais il n'empêche que c'est encore une fois très addictif et que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, hein. C'est pas mon préféré d'Anita Higgins, parce que je crois que j'avais préféré le jeu des menteurs, le jeu des tricheurs, qui m'avait vraiment, vraiment happé. Mais c'est très sympa aussi, on est sur un petit enemies to lover avec du fake marriage, j'adore. Et enfin, toujours de la part des éditions Hugo, j'ai reçu Last Little Lies et Story of My Life. Je ne vais pas vous en parler non plus parce que je vous ai fait une vidéo spécialement sur ces deux livres. Je vous mettrai le lien par là-haut et par là-bas. Mais sachez que c'est des petites romances toutes mignonnes, toutes légères et assez drôles, un peu décalées, un peu barrées, mais parfaites pour l'été en gros. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse bien évidemment aller regarder la vidéo. Je crois qu'on arrive à peu près à la moitié là. On va s'hydrater parce que j'ai chaud, mais j'ai chaud. On passe maintenant au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci, enfin que j'ai reçu en juin du coup, mais que je n'ai pas encore lu. Alors, je dis ça, c'est pas totalement vrai puisque je vous tourne cette vidéo, on est genre la première semaine de juillet, donc effectivement j'ai déjà eu le temps d'en lire certains, mais ils comptent pas vraiment dans mon bilan de juin. Mais bon, je vais pas vous mytho, je les ai lus, hein. Par exemple, les éditions Rajo m'ont envoyé Détruire le jour, qui est le dernier tome de la trilogie Défier la nuit, Défendre l'aube, Détruire le jour, voilà, c'est ça. C'est de Brigitte Kemmerer et c'est un énorme, énorme coup de cœur. Voilà, je préfère vous prévenir. Je crois que je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spécialement sur le premier tome. Je vous mettrai le lien par là-haut et par là-bas. J'avais tellement kiffé le premier tome, le deuxième, il avait été un énorme coup de cœur aussi. Et là, je peux vous dire que j'en suis actuellement, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'en suis là. Il me reste tout ça à lire.
c'est déjà un coup de cœur. Voilà, c'est déjà un coup de cœur parce que c'est tellement bien écrit, c'est dense et en même temps, il y a toutes les considérations genre politiques, morales, tout ce qu'il faut, sans que ce soit trop lourd ou au détriment de l'intrigue et de l'action, je sais pas. Je sais pas comment vous dire en fait, je sais pas comment mettre les mots sur mon amour pour cette saga, je la trouve absolument parfaite, j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est rare quand même d'avoir un coup de cœur pour les 3 tomes de la saga, genre ils sont tous excellents, je comprends pas. Pour moi, c'est une pépite du début à la fin. Enfin attendez, je vous dis ça, j'ai pas vraiment fini parce que je préfère vous prévenir, si ça se finit mal, s'il y en a un qui clame, s'ils finissent pas ensemble, moi je pète mon crâne, hein, je me fous en l'air. Non, c'est horrible de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire, je suis un peu drama queen sur les bords, mais j'aurais beaucoup de mal à m'en remettre. Je préfère vous prévenir, on peut partir sur une petite dépression post-lecture. Voilà, juste pour vous prévenir. Donc j'ai trop hâte de le continuer, la saga est incroyable, je ne peux que vous la recommander. Les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé les jumeaux Croche-Mort, le 3e tome. Je ne sais pas si c'est le dernier. Ah bah c'est marqué le grand final de la série à succès. J'ai envie de dire, a priori c'est le dernier tome. Et c'est l'histoire de jumeaux qui ont perdu leurs parents dans un accident un peu étrange et qui des années après sont rappelés dans leur ville natale, un peu on va dire, par une famille qu'ils ignoraient avoir. Et il va se passer plein de choses très mystérieuses. Ambiance pesante, un style très sympa, c'est de la jeunesse, donc en fait ça peut se lire à partir de 11-12 ans, mais ça fout quand même un petit peu les pétoches, donc j'ai hâte de lire le 3e et dernier tome. Les éditions Nathan m'ont envoyé La traque s'arrête ici de Tess Sharp, et en fait c'est un peu c'est la suite, carrément c'est marqué, la suite de Ne vous fiez pas aux apparences, qui était sortie il y a déjà plusieurs années, et que j'avais surkiffé. Vous le savez, moi je suis pas vraiment thriller, tout ce qui fait un peu peur, qui est un peu pesant, c'est pas mon kiff, mais là celui-ci je l'avais adoré. J'en ai plus aucun souvenir, voilà, je me souviens que c'est l'histoire d'une meuf qui justement n'était pas forcément celle qu'on pensait qu'elle était, qui avait un passé genre un peu dark et qui se retrouvait au milieu d'un braquage d'une banque avec sa meilleure amie, son mec, je sais plus, il y avait une histoire, elle était accompagnée. Et en fait, elle se laissait pas faire parce que du coup, les pauvres cambrioleurs, ils savaient pas sur qui ils étaient tombés. Et puis, bien évidemment, après, il y avait des histoires perso et tout. Et apparemment, là, c'est la suite. Donc, j'ai très hâte de lire ça. Mais je pense, soit il faudrait que je lise un résumé bien spoilant du premier tome, soit il faudrait que je le relise carrément parce que j'avais tellement kiffé que j'aimerais beaucoup le relire en fait, maintenant que j'y pense. Donc voilà, je le relis, je lis celui-ci et bien évidemment, je vous reparle de tout ça dans mon prochain bilan. Dans mes prochains bilans, parce qu'on va pas s'emballer, je le lirai peut-être pas en juillet. Autre pépite absolue, je l'ai pas lu encore, hein, mais je sais déjà que c'est une pépite. Je ne pourrais pas supporter qu'il en soit autrement. Voilà, je vous le dis. Les éditions Calix m'ont envoyé Hit of the Everflame, qui est donc bien évidemment la suite de Spark of the Everflame et de Glow of the Everflame. Il est toujours plus gros, il est toujours plus beau, et j'ai toujours plus hâte. C'est pas le dernier tome, c'est pas une trilogie, je crois qu'il y a 5 tomes qui sont prévus, ou 4, je sais plus. En tout cas, on va devoir attendre entre celui-ci et celui d'après, et j'ai mal d'avance. Parce que tous les tomes se finissent sur des méga cliffhangers. Là, il est hyper gros, donc il va se passer plein de trucs. Encore une fois, je vous avais parlé de ce livre dans une vidéo spéciale, parce que méga coup de cœur, donc forcément, il faut que je fangirl. Je vous mettrai le lien par là-haut et par là-bas. Mais cette saga, bon, vous connaissez mon amour pour cette saga, je suis méga fan. Fantasy poussée à l'extrême, avec un enemies to lover. C'est juste ouf, c'est juste ouf. Un slow burn, mais le slow burn, mais il va me laisser à genoux le slow burn. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça, je kiffe et j'ai trop hâte de le lire. Et en même temps, j'ai tellement hâte de le lire que j'ai peur de le lire. Vous savez que je suis un peu comme ça, moi. Des fois, quand j'ai tellement aimé les premiers tomes, je me dis, il y a zéro univers dans lequel le tome 3 est aussi bien. Du coup, j'ai peur d'être déçue, mais en même temps, j'ai trop hâte. Et je sais que je serai pas déçue, mais en même temps, j'ai peur. Bon, ça n'a pas de sens, mais j'espère que vous comprenez. J'ai trop hâte de le lire et hâte de vous en reparler. De la part de Aurore Vasselin-Lesca, j'ai reçu Subdon, je ne sais pas comment on dit, pardon, je ne sais toujours pas comment on dit. C'est le tome 2 que j'ai ici parce que j'avais reçu le tome 1 il y a bien longtemps. Je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé puisque c'est une histoire de super pouvoir, voilà, de super-héros qui se cachent et il y a un peu 2 clans au sein des super-héros et du coup ils vivent un peu cachés au milieu de nous. C'est hyper bien fait, c'est très original, notamment dans les dons qui sont exploités. Et du coup, j'ai hâte de lire ce 2e tome et Aurore a été suffisamment gentille pour me l'envoyer. La couverture sublime, faite par Tiffs, bien évidemment. Le jaspage, on adore aussi. Vraiment, très hâte de découvrir ce 2e tome. Les éditions Rajo m'ont envoyé Touch de Marika Gallman, qui est l'histoire... attendez, est-ce que je me souviens bien? Oui, c'est ça. En fait, en gros, à chaque fois qu'elle touche quelqu'un, elle voit comment la personne va mourir. Et là, son professeur principal est assassiné. Du coup, elle voit enfin une utilité à sa malédiction. Mais tout ce qu'elle découvre, c'est que le nouveau était présent sur les lieux du crime. Comment en sait-il autant sur moi? Et surtout, que cache-t-il? La couverture est sublime. Le livre est pas très gros, je pense que je vais vous le dévorer. J'ai hâte de découvrir ça. Les éditions Hugo m'ont envoyé The Wind Weaver de Julie Johnson. C'est un premier tome et le résumé dit juste que c'est le premier tome.
littéralement. Lire le résumé, non, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est beaucoup trop long. De toute façon, je pense que je vous en ai déjà parlé de ce livre parce que je l'ai acheté, non? Je crois que je l'ai acheté parce que je le recevais pas et du coup, finalement, ils me l'ont envoyé. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Moi, je suis trop impatiente. Voilà, c'est ça mon problème. Mais en tout cas, c'est de la fantaisie. Les gens disent que c'est très très bien et je suis pas mieux que les gens. Donc s'ils ont kiffé, je vais kiffer et j'ai hâte de découvrir ça. Celui-ci aussi, il m'a été envoyé par les éditions Hugo et je suis trop trop contente. C'est le dernier tome du dernier conte. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de cette saga, je vous avais fait une vidéo spécialement dessus, le lien est là-haut, le lien est en bas. Réécriture de conte bien évidemment, mais la réécriture de conte la plus originale que vous n'ayez jamais vue de votre vie. Voilà, c'est dit. C'est addictif, c'est beau, c'est absolument parfait, et c'est une de mes prochaines lectures parce que je ne peux pas supporter de ne pas savoir ce qui se passe. J'ai trop trop hâte de retrouver cet univers, ces personnages. Je crois que c'est le dernier tome et du coup je suis un peu deg et en même temps j'ai si hâte de voir ce que c'est, ce que ça donne. Voilà, je sais plus parler. Les éditions PKJ m'ont envoyé Season for Scandal de Laura Wood. C'est un tome compagnon de Agency for Scandal. On en est toujours un peu sur le même bail. On est en 1800 je ne sais combien, dans une société qui réprime les femmes. Et du coup, là, on est face à une association de femmes qui va un peu mener des enquêtes, résoudre des trucs pour aider d'autres femmes. En gros, quoi. C'est hyper addictif. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur. Peut-être que je vous avais fait une vidéo dessus. Je ne sais pas, si vous voyez un lien qui pop quelque part, c'est que je vous ai fait une vidéo dessus quand il est sorti en français. Sinon, sachez que énorme coup de cœur pour cette autrice, Laura Wood, je l'adore, mais en particulier pour cette saga, donc franchement, foncez, foncez. Je passe un peu plus vite sur ceci parce que je vous en reparlerai dans mon prochain bilan quand je les aurai lus. On va pas non plus s'apesantir, moi ça fait déjà 40 minutes que je tourne. Commence à faire chaud. Toujours de la part des éditions PKJ, j'ai reçu Le mec parfait n'existe pas de Sophie Gonzalez. C'est l'histoire de Ivy qui a 16 ans, elle se retrouve seule à la maison pendant une semaine. En l'absence de ses parents, elle invite son meilleur ami Henry à regarder en boucle sa série de fantasy préférée qui met en scène le merveilleux Weston Razorbrooke. Waouh. Lorsqu'elle se réveille le lendemain, elle trouve Weston à ses côtés en chair et en os, comme dans ses fanfictions. Il se prend pour son âme sœur et se pique de réaliser tous ses vœux. Ivy se rend compte alors que la fiction est bien plus romantique que de la vraie vie. Débordée par la situation, elle est obligée de faire appel à Henry et même à sa voisine et ancienne meilleure amie, Mac. Avec leur aide, Ivy va découvrir qu'à force de chercher la perfection, elle est peut-être passée à côté de ce qu'elle souhaite au fond de son cœur et pour de vrai. J'ai lu beaucoup de livres de cette autrice, je crois que je les ai tous lus d'ailleurs. Je les ai tous kiffés. Let's go. Dans un registre radicalement différent, Manon Fargeton m'a envoyé Fermer l'œil de la nuit, qui est son nouveau roman aux éditions Héloïse d'Ormezon, qui sort, si je ne me trompe pas, fin août. Peut-être pour la rentrée littéraire, je dirais 21 août, mais je ne sais pas si mon info est juste. Ah bah si, c'est marqué. Parution le 21 août, tout à fait. Et c'est... Bon, Manon, j'adore Manon. Voilà, c'est dit, je suis fan de Manon, j'adore Manon. C'est une personne incroyable et une autrice de talent. Et du coup, même si ça me sort de ma zone de confort, j'ai trop hâte de découvrir son livre. C'est l'histoire de Terence, qui est un violoncelliste de renom. Il habite une cabane posée sur la dune qui menace de s'écrouler. Alors qu'il est hospitalisé, sa fille Maxine découvre dans un tiroir une série de polaroïds mystérieux, témoins d'une correspondance de près de 50 ans. Ces clichés la bousculent et grâce aux indices qu'elle identifie, elle part à la recherche de la photographe sur une petite île écossaise. En fouillant cette terre et les mémoires de ses habitants farouches, c'est un adolescent de 17 ans qu'elle rencontre, débarqué sur ce bout du monde pour disparaître. Un adolescent devenu ce père lointain qu'elle voudrait connaître, car cette île, il l'a inscrite dans leur chair et elle repartira avec des réponses qu'elle n'attendait pas. Apparemment, c'est raconté du point de vue de l'Écosse, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, je fais confiance à Manon à 100%, donc j'ai hâte de lire Fermer l'œil de la nuit. Les éditions La Martinière Fiction m'ont envoyé Destination Écosse 1561 de Betty Piccioli, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée. En gros, c'est l'histoire d'une influenceuse qui... Non, par contre, c'est impossible à lire, c'est du fluo sur du fluo, je peux pas là, moi. J'y arrive pas. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une influenceuse qui va se retrouver en compagnie d'une étudiante, je crois. Et en fait, par un tour de passe-passe, elles vont se retrouver projetées en 1561 en Écosse. Et du coup, bah, c'est une histoire de voyage dans le temps, de proximité forcée. C'est marqué romance homme-femme et femme-femme, donc romance queer. Et feel good et humour. Je suis très curieuse de découvrir ça. C'est classé en romance, donc peut-être qu'il y a un petit peu de smutty-smut, je vous redirai ça le moment venu. Celui-ci, je ne le présente pas, bien évidemment, c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles de Nin Gorman et Marie Alino qui m'a été envoyé par les éditions Albin Michel. J'ai très hâte de le lire et en même temps, je sens qu'il va briser mon cœur, donc j'ai hâte, mais moyen hâte en même temps, puisque j'avais déjà bien chialax avec les premiers, et là, je pense que l'histoire des personnages en question, donc là, c'est l'histoire de Kurt et de Kenna, je pense que ça va bien me bouleverser aussi. À voir, mais en tout cas, j'ai hâte de le lire et hâte de vous en reparler.
Celui-ci, c'est une de mes prochaines lectures, j'ai trop hâte. Les éditions Slalom m'ont envoyé The Great Misfortune of Stella Sedgwick de S. Isabelle. Et on est sur cette petite vibe que j'aime trop en ce moment, Angleterre à la fin du 19e siècle, et le peu d'opportunités que le pays offre à une jeune orpheline noire. Stella a la langue bien pendue et la plume acérée, elle est déterminée à se faire une place en tant que journaliste dans l'un des plus grands quotidiens londoniens. Or, une chance inespérée soudain lui sourit, qui fait basculer sa vie. Elle devient du jour au lendemain l'héritière la plus convoitée de la capitale. La voilà à devoir tout à la fois faire son entrée dans la haute société, tenir tête aux prétendants qui affluent et affronter le racisme des gens qui l'entourent. Au milieu de ces turbulences, Nathaniel devient son point d'ancrage. Ami perdu de vue depuis l'enfance et héritier légitime du domaine de Stella, leur relation est houleuse malgré une complicité presque amoureuse. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte. J'adore la couverture, j'adore les couleurs, j'adore la vibe. C'est une de mes prochaines lectures, vraiment. Je suis hyper impatiente. Hyper impatiente aussi de découvrir The Funny Thing About Love de Tom Helen, qui m'a été envoyé par les éditions Élégie, donc le label de Gallimard. C'est l'histoire de Nell qui a décroché le stage de ses rêves, écrire des sketchs pour les stars invitées dans le show mythique Pushing Up. Si elle fait ses preuves, elle obtiendra une place permanente dans l'équipe d'auteurs de l'émission. Mais ses espoirs s'envolent lorsqu'elle découvre qu'un autre stagiaire lui fait de l'ombre. Son rival s'appelle Charlie, c'est le fils du producteur et il est accessoirement aussi charmant qu'exaspérant. Nell est bien déterminée à ne pas se laisser voler ce job, mais ce serait plus facile si elle parvenait à le détester. Ça a l'air trop bien. En plus, vu que c'est un peu dans le monde du stand-up, de la punchline, tout ça, je pense que je vais me bidonner. J'ai très hâte de le découvrir. Les éditions Ellipsis, donc un label de De Saxus, m'ont envoyé Slow Dance de Rainbow Rowell. J'ai lu beaucoup de livres de Rainbow Rowell et j'ai toujours beaucoup aimé, même si c'était des styles différents à chaque fois. Là, c'est l'histoire de Silo Butler qui a toujours rêvé de quitter Omaha. Son meilleur ami Carrie et elle passaient des heures assis sous le porche à imaginer leur avenir. Elle irait à l'université et deviendrait actrice. Lui s'engagerait dans la marine. Ils se sont promis que leur amitié ne changerait jamais. Aujourd'hui, Silo a 33 ans, cela fait 14 ans qu'elle n'a pas parlé à Carrie. Elle s'est mariée et elle a divorcé, elle a 2 enfants. Sa vie ne ressemble en rien à ce qu'elle avait prévu. Lorsqu'elle est invitée au mariage d'un vieil ami du lycée, Silo ne pense qu'à Carrie. Sera-t-il là? Voudra-t-il au moins lui parler? Après tout ce qui s'est passé? La réponse est oui, oui et encore oui. Ça pue le Second Chance à plein nez. Et moi, vous savez que je suis là pour ça, donc très hâte de découvrir celui-ci aussi. Et enfin, dernier service de presse reçu ce mois-ci, il s'agit de L'année où j'ai appris à aimer de Kyle Walter, qui est l'auteurice, je ne sais pas d'ailleurs, l'auteurice de l'année où j'ai... L'été où je t'ai rencontré, non je sais pas, un truc un peu dans la même vibe qui parlait d'un mariage et d'une romance. Et là en fait c'est un peu la même chose parce que c'est Madeleine qui n'avait jamais imaginé qu'accepter d'être demoiselle d'honneur au mariage de son frère pourrait chambouler sa vie. Elle doit jongler entre ses nouvelles responsabilités, sentiments contradictoires et désir de trouver sa place dans une famille en pleine transformation. Et puis il y a une méga partie d'action-vérité qui vient bouleverser l'équilibre fragile de Madeleine. Et du coup, elle avoue qu'elle n'a jamais eu de petite amie et toutes les autres filles du mariage se lancent dans une mission improbable, lui trouver le cavalier idéal pour le mariage justement. Donc apparemment, il y a plusieurs mecs qui sont en compétition, on va dire. Hâte de voir ce que ça va donner, puisque c'est un label que j'aime beaucoup, Comet. Et puis, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc why not? Ça a l'air d'être très vibe, summer vibe en fait. Et c'est ce que je recherche, bien évidemment, puisque nous sommes en summer. Voilà, c'était donc les services de presse reçus ce mois-ci et pas encore lus. Ce mois-ci, on m'a offert un petit livre, je vous montre tout de suite. Ma collègue Mathilde m'a offert le livre que sa sœur a écrit, puisqu'elle est venue en dédicace dans le Cultura où je travaille, sauf que moi j'étais pas là, et du coup elle m'a quand même acheté le livre. Ça s'appelle Fini de jouer, donc le premier tome de la saga Dragon Squad, et ça a été écrit par Violette Banks. C'est publié aux éditions Bookmark. Je vous mettrai dans la barre de description le lien pour aller voir du coup le compte Instagram de Violette, comme ça vous aurez toutes les infos qu'il faut. Et en gros, c'est l'histoire de Abel Markham et de Alexander Glass qui sont nés le même jour dans le même hôpital. Leur mère sympathise et eux, ils deviennent fusionnels. Très jeunes, ils ne rêvent que d'une chose, devenir joueurs de rugby professionnels. Mais quand les aléas de la vie les séparent en envoyant Alec à l'autre bout de la planète, ils perdent contact. Heureusement, le destin n'a pas dit son dernier mot et une sélection dans l'équipe de rugby galloise va de nouveau les rapprocher. Mais, on le sait tous, voilà. Petite romance MM, j'ai trop hâte de découvrir ça et de découvrir la plume de Violette. Merci Mathilde pour le cadeau. On passe maintenant au livre que j'ai acheté ce mois-ci et que j'ai lu dans la foulée, parce que j'en ai acheté beaucoup. Il y en a certains que j'ai pas lus, mais il y en a certains que j'ai lus. Je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'étais tellement fan de Eulalie Lombard dans son roman qu'elle a écrit avec Megara Nolan que je me suis acheté sa petite nouveauté qui s'appelle Mystic University. Le premier tome s'appelle Sous ton charme. Et c'est une romance un peu paranormale. C'est plus centré sur la romance que sur le côté paranormal, mais c'est hyper bien. En gros, on est dans une université. Lui, c'est le meilleur ami de son frère, c'est un sorcier, elle, c'est une louve-garou. Et voilà, ils peuvent pas être ensemble, mais en même temps, ils vont se rapprocher. J'ai trop kiffé, voilà. Dit comme ça a l'air hyper cucu. Bien évidemment, c'est un peu prévisible, il y a plein de trucs, voilà. On s'en fout, c'était trop bien. J'ai
surkiffé, franchement, coup de cœur. Il y avait exactement tout ce que j'attendais dans ce livre, je suis comblée, j'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré les personnages, les relations, c'est hyper green flag, c'est parfait, voilà, c'est parfait. Des petits rebondissements quand on les attendait pas, c'est parfait, je vais le redire encore une fois, c'est parfait. Toujours suite à une dédicace dans le Cultura où je travaille, j'ai enfin pu acheter mon été cosy de Caro from Woodland, bien évidemment. Elle me l'a dédicacé, il est trop beau, il vient compléter ma collection. Je vous mettrai encore une fois dans la barre de description le lien vers la page Instagram et peut-être le site de Caro pour que vous puissiez aller voir tout ce qu'elle fait parce que tout est sublime, tout est magnifique. Donc moi à un moment, je peux pas tout vous montrer, hein, j'ai pas le time. Mais vous pouvez aller voir, vous abonner, commencer à fangirler et devenir comme moi accro à tout ce que fait Caro. Et enfin mes deux derniers achats lecture, enfin les achats que j'ai lus en tout cas ce mois-ci, sont très différents l'un de l'autre. J'ai d'abord acheté et lu Ma maison en fleurs de Pauline Bilisari puisque je l'ai rencontrée, alors je l'avais déjà croisée je pense, mais on a eu l'occasion de pas mal parler au festival Book Lover à Lausanne, où on dédicaçait toutes les deux, et ça m'a encore plus donné envie de découvrir son roman, donc j'ai foncé. Enfin, je dis son roman, c'est pas du tout un roman, puisque c'est un recueil de poésie en vers, un peu à la Rue Picor. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé, c'est particulièrement touchant, et le livre est vraiment magnifique, donc franchement, foncez. Et puis j'ai acheté et lu Le marteau de pouvoir de Tricia Levenseller, c'est le deuxième tome, le premier s'appelait La forge du destin, je crois. Et en fait, comme pour le premier tome, je vais pas vous parler de ce qui se passe dans ce tome-là, mais comme pour le premier tome, c'est un peu cliché, c'est un peu too much, mais c'est pas grave, moi j'ai kiffé. J'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup comment elle écrit. Là, j'aime particulièrement les personnages, en particulier le personnage principal qui s'appelle Ziva, puisqu'elle a beaucoup d'anxiété sociale, et c'est pas juste un prétexte en mode oh non, je suis un peu timide et après ça va mieux. Non, elle, vraiment, ça la suit tout au long du récit, ça détermine son personnage, ses réactions, enfin, je trouve que c'est extrêmement bien construit, et ça change d'avoir des personnages comme ça, donc ça fait plaisir. Du coup, j'ai kiffé la duologie, j'ai préféré le tome 1 au tome 2, je vais pas vous le cacher, mais c'est un bon final et j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, on passe au livre que j'ai acheté ce mois-ci et que je n'ai pas encore lu. Là, je vous cache pas, je vais passer vite parce que même moi, j'ai pas compris. J'ai trop craqué. Chaque mois, je sais que je vous dis ça, mais faut que j'arrête d'acheter des livres en fait. Enlevez-moi mes cartes cadeau Cultura, enlevez-moi ma carte bancaire, faites quelque chose, mince. Bon, déjà, j'en ai acheté 4 chez Dame Fine Bookstore alors que je venais en chercher qu'un seul, bien évidemment. Mais ça, c'est sa faute parce que si sa librairie n'était pas aussi bien, moi, j'achèterais moins aussi. Bon. L'excuse. J'ai acheté Dating and Dragons, qui est un tome compagnon de Dungeon and Dragons, non, Dungeon and Drama, un livre que j'avais acheté à New York pendant mes vacances et que j'avais adoré. Petite vibe un peu cosy romance, mais avec une petite pointe de geek. Je vais kiffer en fait, donc celui-ci, je suis sûre que je vais les kiffer aussi. Je vous ai dit qu'ils étaient en anglais, je vous ai dit que je les avais achetés chez Dame Fine, mais du coup, ils sont tous en anglais ceux-là. Enfin, les 4 que je vais vous présenter là, quoi. J'ai acheté Not Safe for Work de Nisha J. Tully. C'est une romance qui, je pense, en plus va être un petit peu spicy. Un peu un enemies to lover, un rival to lover, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en gros, ils sont en compétition pour un poste, mais lui, c'est le fils du boss, donc elle se dit, eh, c'est bon. Et ils vont devoir faire un voyage ensemble, d'après ce que j'ai compris. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, bien sûr, mais en fait, cette autrice, elle a écrit Les épreuves de la Reine Soleil chez Michel Lafon. Et j'avais beaucoup aimé les premiers tomes, c'est de la fantasy, c'est de la romantasy même. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes, mais j'avais un peu décroché sur la fin. Et du coup, j'aime bien la manière qu'elle a de créer la romance et la manière qu'elle a de créer la fantasy, mais je trouve que les deux ensemble, c'est un peu too much. Du coup, je me dis, là, il n'y a que de la romance, donc tentons. Je vais voir si j'aime plus ce livre-là, qui est en plus un one-shot. J'ai acheté Unsteady de Peyton Corinne. Pourquoi? Parce que c'est une romance sur des joueurs de hockey. Moi, j'en demande pas beaucoup plus. Ouais, j'ai même pas lu le résumé, je ne le lirai pas d'ailleurs. Et puis bien évidemment, le livre pour lequel j'étais allée à la librairie en premier lieu, c'est Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. C'est l'histoire d'une femme qui veut être astronaute. J'en sais pas plus, je n'en saurai pas plus parce que je ne vais pas lire le résumé avant de lire le livre et je vais pas tarder en plus parce que je pars bientôt en week-end avec mon Kevin. En fait, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis probablement au bord de la plage avec Kevin. Donc, je me suis fait une petite pile de lecture, une petite pile à lire, franchement, pas piquer des hannetons comme on dit. Plus personne ne dit ça. Moi, je le dis maintenant. Et je vais lire beaucoup en anglais. Et donc, bref, celui-ci est dans la liste de ceux que je vais pas tarder à dévorer. C'était beaucoup trop long comme explication pour vous dire que je pars en week-end avec Kevin et que je vais lire ce livre. On s'en fout en fait. J'ai aussi acheté Sarah Morgan Beach House Summer. Pourquoi? Parce que c'est marqué Summer, que la couverture est trop kiki, et parce que c'est Sarah Morgan et que j'adore Sarah Morgan. Voilà, j'en demande pas plus. J'ai acheté Lady Orgueil et Mister Préjugé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite vibe Bridgerton, Jane Austen, tout ce que vous voulez. Mais apparemment, ça se passe quand même à notre époque. Et c'est inversé, c'est-à-dire que du coup, c'est pas lui qui a l'orgueil. Enfin, c'est pas lui qui a les préjugés. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi non plus, je sais pas ce que je veux dire. Si vous me comprenez, c'est un miracle. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une réécriture très sympa, très originale. Là aussi, c'est une de mes prochaines lectures, donc trop hâte de lire ça.
Petit achat impulsif, je vais pas vous le cacher, j'ai vu la couverture, je me suis dit, I need it. J'ai vu le résumé, je me suis dit, vraiment, I need it. Après, j'ai vu le prix, je me suis dit, est-ce qu'on réfléchirait pas un peu? Puis après, je me suis dit, non, on réfléchit pas, on achète, et c'est ce que j'ai fait. Lors d'un salon, j'ai eu la chance de rencontrer Anatrice qui a pris le temps de papoter avec moi, elle était hyper sympa. Et vu que j'ai adoré Divine Darkness, gros coup de cœur pour cette saga qui avait pourtant trop de smut pour moi, je le précise. Et bien du coup j'ai pris sa nouveauté, enfin c'est une réédition en poche, ça s'appelle La Reine Courtisane, c'est une romantaisie et ça a l'air trop bien. Voilà, apparemment c'est dans le même univers que la Guilde des Ombres mais des années avant. Et j'ai le premier tome de la Guilde des Ombres dans ma pile à lire, j'ai très hâte de le découvrir, mais j'ai aussi très hâte de découvrir celui-ci du coup. Encore merci à Anatrice, bon elle verra pas cette vidéo mais encore merci à elle pour ce moment à papoter parce que elle a été trop gentille, genre elle m'a fait genre on était un peu elle et moi sur le même niveau alors que pas du tout. Parce qu'on était toutes les deux autrices en dédicace, d'accord, mais il y a quand même différents levels d'autrices en dédicace, tu vois. Et moi j'étais en mode trop fangirl et elle était trop en mode mais non mais toi et moi pareil et tout, mais non pas du tout toi et moi pareil Anatrice. Moi je suis fan de toi en fait, voilà, je repose les choses dans leur contexte. Bref, une très belle rencontre et encore une fois, hâte de découvrir ce livre-là. Et enfin, 2 derniers achats que j'ai fait ce mois-ci, on arrive au bout de la vidéo, je vois flou, j'ai tellement chaud que je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, je vous le dis comme ça. Hein. J'ai donc acheté, là aussi, de manière très impulsive, Le Loup et le Serpent de Rebecca Robinson qui est sorti aux éditions Brajlon et Modern Divination de Isabelle Agajanian qui est sorti aux éditions Corrigan. Et le livre est très beau. Là, on est sur une histoire de sorcière et de formation, avec un ennemi qui chasse les sorcières, tout ça. Et bien évidemment, une histoire d'amour, hein, parce que on n'est pas des bêtes quand même. Je sais pas ce que je dis. Et celui-ci, on est sur une romantaisie avec du coup la petite phrase en haut, j'ai bugué parce que la petite phrase en haut, c'est marqué « Danse avec moi comme le ferait une amante ». Ouais, ça promet. Ça va être Smut City le truc. Mais en gros, c'est ça, hein, c'est une romantaisie avec des royaumes en guerre et du coup... un marché inattendu, voilà, si elle accepte ce mariage de façade. Bon, vous avez compris quoi, un petit ennemi to lover, et puis ça va sans doute beaucoup ken. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus. Mais bon, je crois que ce qui m'a fait craquer aussi, c'est qu'il y a l'autrice de la saga Les Pierres Sacrées, donc Dawn of Onyx. Je sais plus où il est rangé, mais j'ai kiffé ce livre. D'ailleurs, j'attends toujours la suite, hein, un petit appel du pied aux éditions Olympe. Si jamais vous voulez sortir la suite, c'est quand vous voulez, les gars, moi je l'attends. Et du coup, elle a dit qu'elle avait kiffé, donc encore une fois, si les autrices que j'aime kiffent, pourquoi je kifferais pas? On verra. Et bah voilà, on a fini. Je suis épuisée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien bu, que vous êtes bien hydraté et que vous avez noté. Donc les petites sorties, les petits coups de cœur, voilà. Il y en a certains que vous devez lire sans vous poser de questions. Par exemple, Heartless Hunter, Défier la nuit. On se pose pas la question, on va lire. Mais n'hésitez pas à me dire si certains des livres dont j'ai parlé vous tentent, si je vous ai donné envie de découvrir certains livres, si vous en avez lu certains. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous avez lu, reçu, acheté durant ce mois de juin. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit, mettez... qu'est-ce qu'on va mettre? Mettez, attention c'est bizarre parce que c'est un peu étrange ce que je vais vous proposer, mettez un emoji pêche parce que je suis en train de boire du... Oh là là, ça coule avec mes glaçons qui ont bien fondu du coup depuis 1h20 que je parle. Le montage, ça va être un plaisir les gars, un plaisir. Je disais donc, mettez un petit emoji pêche parce que je bois du thé glacé à la pêche dans ma petite jarre qui vient de chez Le King. Petite jarre qu'elle a fait spécialement sur la carte des confins en plus. Bref, je suis trop fan. Bon, ça veut dire que je suis fan de... Non, je suis pas fan de la carte des confins. J'aime bien la carte des confins, forcément, parce que c'est mon petit bébé. Mais je suis fan de Le King, hein, voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas narcissique non plus. D'ailleurs, au passage, si jamais vous aimez bien ce que fait Le King, si jamais vous aimez bien mes romans, restez connectés. Moi je dis ça, je dis rien, c'est possible qu'il y ait des petits trucs qui arrivent. Bref, mettez un emoji pêche pour symboliser ma boisson, voilà, et puis pour perturber encore une fois les gens qui ne regardent pas la vidéo, qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ces emojis pêche? Ça va être hilarant les gars, hilarant. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, à liker la vidéo et même pourquoi pas à la partager à vos potes, genre en mode « Hey, regarde et tout !» Genre c'est, je sais pas, ça me ferait plaisir. J'en demande peut-être un peu trop, j'en ai conscience, excusez-moi. Mais au risque de me répéter, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!